Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler musculation, on va parler perte de poids, on va parler performance, mais de manière générale on va le voir à travers une lentille bien précise. On va le voir à travers ce que j'ai nommé les 5 croyances limitantes qui limitent votre progrès fitness. Donc on va énumérer ces différentes croyances. C'est un épisode qui est un peu plus général ici. À la fin je répondrai à une de vos questions, mais c'est un épisode qui est très important selon moi. Il faut en prendre note, il faut se rappeler de tout ça. Ça fait du bien d'avoir une petite piqûre de rappel. Donc on va énumérer ces 5 croyances limitantes qui selon moi touchent la plupart des gens, autant la population générale que la population athlétique, et je vais essayer d'élaborer un peu plus ma vision de voir les choses et pourquoi je pense que il faut se débarrasser de ces croyances limitantes. Donc la première croyance limitante que j'ai nommée ici, c'est de croire qu'il y a des exercices qui sont obligatoires. Malheureusement, c'est encore quelque chose qui est ancré dans nos têtes et je pense que c'est dû à ce qu'on nous a imposé dans l'industrie, principalement du côté des professionnels du sport et de la santé, et qui ensuite ont transmis tout ça aux personnes qui les entraînent, d'accord. Et en fait, on nous a fait croire qu'il y avait des exercices qu'on devait absolument faire, en nous disant que tel exercice, X exercice est le meilleur exercice, Y exercice est le meilleur exercice. Et encore pire que ça, parfois on a associé certains exercices à des résultats bien précis, à des objectifs bien précis. Et quand je parle d'exercice, ici on parle également de méthode. Donc on a dit, le meilleur exercice pour arriver à X résultat, c'est ça, Le meilleur exercice ou la meilleure méthode pour arriver à Y résultat, c'est ça. Le meilleur exercice pour sauter plus haut, c'est le squat. Le meilleur exercice pour... Non, bref, vous m'avez compris. Et malheureusement, on comprend pas fondamentalement les choses. Et c'est toujours mon problème avec... et c'est le discours que j'ai depuis des années. On comprend les choses en surface, mais on ne les comprend pas fondamentalement. Et pour rejoindre ce que je viens de dire ici, je dis toujours que la compréhension précède l'exécution. C'est très important de comprendre exactement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Et ce n'est qu'à la fin que on choisit, qu'est-ce qu'on fait, quoi, Le quoi, on n'y revient que à la fin. Et malheureusement, on utilise un processus inversé dans l'industrie, et c'est pour ça qu'on a énormément de problèmes. Je dis à chaque fois, on doit penser en principe, on doit pas penser en concept, et ce n'est qu'ensuite que les exercices et les méthodologies découlent de ces concepts-là. Mais fondamentalement, on doit s'attarder sur les principes dans un premier temps. Et ensuite, il y a énormément d'exercices, il y a énormément de méthodologies qui s'offrent à nous. Et là, on a vraiment le choix. On peut se dire, en fonction du contexte, d'accord, le contexte, on parle ici de l'individu, etc., les objectifs, je vais plutôt me diriger vers cette méthodologie ou cet exercice. Mais c'est vraiment le moins important parce qu'au final, on peut piocher parmi ces différentes méthodes et ces différents exercices pour arriver au même principe, d'accord? Donc c'est ça l'idée. Donc maintenant, je pense que j'ai toujours eu ce discours un peu à gauche à droite, mais j'ai jamais vraiment expliqué les choses. Je ne les ai pas élaborées de la meilleure des façons. Donc c'est ce que je vais essayer de faire ici. De manière générale, lorsqu'on va à la salle de sport, on pense musculation. La première erreur qu'on a fait, c'est qu'on a associé, encore une fois, la pratique de musculation à des sports bien précis. En l'occurrence, je pense ici au bodybuilding. On s'est dit, la musculation, c'est du bodybuilding. C'est exactement la même chose. Par conséquent, faire de la musculation, c'est faire comme les bodybuilders. Or, c'est complètement faux. Parce que le bodybuilding, c'est un sport à part entière, avec sa propre science, avec ses règles qui sont prédéfinies. Maintenant, on a associé également la pratique de musculation ou des exercices de musculation à des pratiques, encore une fois, de sport de force comme le powerlifting, la force athlétique, etc. Et encore une fois, la force athlétique, c'est encore une fois un sport à part entière avec ses propres règles prédéfinies. Je sais que ça porte confusion. Pourquoi? Parce que ces sports, au final, sont intimement liés à cette pratique de musculation. Mais là où je veux en venir, c'est qu'au final, la musculation, ce n'est pas un sport en soi, C'est simplement une pratique qu'on utilise pour alimenter notre sport. Et c'est là où ça porte confusion avec les différents sports qui n'ont pas pour pratique première l'utilisation des exercices de musculation. On se dit, pourquoi intégrer la musculation de 1, d'accord? Parce que, je ne suis pas un bodybuilder, je ne suis pas un powerlifter. Et c'est là au final que toutes ces associations créent énormément de problèmes. Et c'est pour ça qu'on entend que dans beaucoup de pratiques, que ce soit les sports de combat ou alors les sports de terrain, où beaucoup d'entraîneurs disent, il ne faut pas faire de la musculation, ou pas porter lourd, etc., etc. Et on ne comprend pas fondamentalement les choses. Les exercices en salle de musculation ne sont que des outils. Et quand je dis ça, encore une fois, je pense que les gens ne comprennent pas vraiment ce que je dis, donc je vais continuer à élaborer là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis les exercices ne sont que des outils? Fondamentalement, on cherche à développer 3 qualités. On a 3 piliers ici lorsqu'on parle de qualité athlétique. On a ce qu'on appelle l'endurance, on a ce qu'on appelle la force max et on a ce qu'on appelle la vitesse max. Fondamentalement, il n'y a que ces 3 catégories-là. Maintenant, il y a des sous-catégories, donc on va parler d'endurance fondamentale, on va parler d'endurance musculaire d'un point de vue localisé. Ensuite, force max, il y a la force max, ensuite il y a différents types de force, ensuite il y a la vitesse et il y a un spectre, etc. Enfin bref, c'est des sous-catégories. Mais on a ces 3 piliers-là. Et du coup, ce qu'on va faire, nous, en salle de musculation,
Eh bien, quand on est préparateur physique, c'est qu'on va utiliser des exercices afin de travailler sur une de ces qualités que j'ai mentionnées, ok? Endurance, force ou vitesse. C'est aussi simple que ça, ok? Et l'exercice, au final, l'exercice, c'est ce qu'il y a de moins important, ok? C'est ce qu'il y a de moins important. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas un exercice qui est directement associé à la force max. Il n'y a pas un exercice qui est associé à la vitesse max. Il n'y a pas un exercice qui est associé à l'endurance. Ok? Et c'est ça l'erreur qu'on fait. Ok? On nous a dit le meilleur exercice pour devenir plus fort, c'est le deadlift. Le meilleur exercice pour devenir plus fort, c'est le squat. Non. Ok? Donc je vais essayer de décortiquer un peu le tout à travers ces différents piliers. Principalement la force et la vitesse, vu que dans le monde de la préparation physique, c'est les erreurs qu'on retrouve le plus. Quand on veut développer sa force max, fondamentalement, conceptuellement, ce qu'on veut comprendre ici, c'est qu'on cherche à recruter un maximum d'unités motrices. Et le meilleur moyen de recruter un maximum d'unités motrices, c'est d'utiliser des exercices avec une charge externe, un facteur externe qui va forcer notre corps à sortir de sa zone de confort pour décharger un maximum d'énergie. Alors comment on le fait? On utilise une barre, etc. On utilise une machine, etc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est qu'on veut simplement chercher à utiliser un maximum d'unités motrices. Donc, plus on arrive à utiliser de muscles dans notre corps, plus on va pouvoir travailler sur cette qualité-là, à condition que l'intensité soit la plus élevée, dans la rangée de 90 à 100, 90 à 100% de notre intensité. Maintenant, les exercices qu'on connaît tous, le back squat, etc., le deadlift, sont devenus très populaires. Pourquoi? Parce que justement, ils nous forcent à engager un maximum d'unités motrices, ils nous forcent à engager notre corps dans son intégralité ou quasi-intégralité. Du coup, ça nous permet de travailler sur ces qualités-là. Mais quand on comprend ça, on comprend que, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire de back squat, qui ne sont pas à l'aise avec une barre sur leur dos parce que ça fait mal, ça gêne, etc. Du coup, la pire erreur à faire, et c'est ce que je vois partout en salle de sport, c'est de forcer les gens, ou les gens qui se forcent eux-mêmes à exécuter un exercice, à vouloir faire un exercice parce qu'on pense que c'est l'exercice à faire si on veut atteindre X qualité, X résultat, Y résultat, etc. Alors qu'en vrai, on doit simplement choisir un exercice qui nous permet de recruter un maximum d'unités motrices. Et si pour vous, cet exercice, c'est plutôt le trap bar deadlift, d'accord? Si pour vous, cet exercice, c'est plutôt un quart de squat, eh bien, ainsi soit-il, d'accord? Ce qui compte, c'est simplement que on force notre corps à sortir de sa zone de confort et produire un maximum, décharger un maximum d'énergie, Ici, un maximum de force. Aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas d'exercice lié directement au développement de sa force max. Et c'est là, encore une fois, je refais ce parallèle au sport de force, où, justement, dans les sports de force, eh bien, le squat, par exemple, en powerlifter, la force athlétique, le squat, faire un squat, c'est son sport. Donc, dans les règles de son sport, on doit descendre jusqu'à casser la parallèle et on doit remonter et on doit faire un squat. Mais nous, les autres sports, d'accord, sport de combat, sport de terrain, etc., on s'en fout. On s'en fout de descendre tout en bas. Et attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire des squats tout en bas si on peut pas. C'est pas ça. C'est comprendre exactement pourquoi on utilise un exercice et à quelle fin on l'utilise. Pareil pour la vitesse max. L'idée, c'est d'apprendre à décharger de la force le plus rapidement possible. Donc, on veut apprendre à bouger le plus rapidement possible. Et là encore, on choisit l'exercice avec lequel on est le plus à l'aise. Aussi simple que ça. Si un exercice ne vous correspond pas, vous pouvez développer la même qualité avec un autre exercice. Aussi simple que ça. Je me tue à le dire et c'est fatigant. Maintenant, regardons le tout d'un point de vue hypertrophie. Prendre du muscle. On veut chercher à construire du muscle. Là, encore une fois, on associe le tout à des exercices bien précis. On me dit, le meilleur exercice pour prendre des quadriceps, on reste sur le squat, c'est le squat. Quand je fais des squats, je ne sens pas dans les quadriceps, je me sens pas bien. Et il y a des gens qui s'entêtent à continuer à faire le même exercice. Ce qui arrive souvent avec les squats, c'est parfois, je vais prendre des muscles fessiers, mais je sens tout dans mes quadriceps. Ça arrive j'ai eu énormément de clientes qui ressentaient ça. J'ai déjà fait des épisodes là-dessus d'ailleurs. Donc, allez checker tout ça. Anyhow, le fait est que on ne veut pas s'entêter à faire le même exercice parce que l'exercice est obligatoire pour prendre des quadriceps. Non, ce qu'il faut comprendre fondamentalement, encore une fois, en surface, c'est le squat ou c'est le meilleur exercice pour les quadriceps ou le hip thrust c'est le meilleur exercice pour les fessiers. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Fondamentalement, ce qu'on doit comprendre, c'est ça. C'est le meilleur moyen de construire du muscle, c'est de placer de la tension sur ce muscle en position d'étirement. Par conséquent, quand je pense de cette façon-là dans un premier temps, je choisis n'importe quel exercice qui me correspond, dans lequel je suis à l'aise, j'arrive à me mettre dans la position sans aucun problème, j'arrive à recruter donc les tissus que je cherche à développer et qui ces derniers peuvent être mis sous tension en position d'étirement, eh bien
pour moi, c'est le meilleur exercice. Donc, ce que je cherche à dire ici, c'est qu'il n'y a pas de meilleur exercice ou d'exercice obligatoire. Tout doit être contextualisé, tout doit être individualisé en fonction de la personne. Le meilleur exercice pour une personne ne va pas être le meilleur exercice pour un autre. On doit penser en principe et ensuite on peut piocher parmi une grande sélection de méthodes et une grande sélection d'exercices. Donc, j'espère que vous gardez ça en tête. Ne vous forcez pas à faire des back squats si vous ne pouvez pas faire de back squat. Je me tue à dire ça à chaque fois et c'est un grand problème que je retrouve dans l'industrie. Où les gens qui veulent faire, je dois faire mon back squat pieds nus parce que c'est plus fonctionnel. Encore une fois, marié à une méthodologie, à des exercices, j'en reviens au même, ok? Il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas de système obligatoire. Maintenant, venons-en au deuxième point. Le deuxième point que j'ai noté ici, la deuxième croyance limitante qui limite notre progrès fitness, c'est de croire que notre diète doit avoir un nom. Encore une fois, dans l'industrie du fitness, lorsqu'on parle de nutrition, il y a mille et une diètes, ok? La diète keto, la diète cétogène, le jeûne intermittent, la diète carnivore, etc. Être vegan, enfin bref. Et tout ça, c'est devenu un peu des sectes, ok? On y croit absolument. Ce sont des diètes avec des règles prédéfinies. Tu dois pas manger entre telle heure et telle heure. Tu peux pas manger tels aliments, etc. Et encore une fois, tout doit être contextualisé. Mais de manière générale, c'est mon discours, votre diète n'a pas besoin d'avoir de nom. Je pense que c'est prouvé aujourd'hui que on est des êtres omnivores, on a la capacité de manger de la viande, du poisson, etc. et des légumes, et puis des fruits, des légumes, etc. Et ça a été prouvé que c'était bien entendu ce qu'il y avait de mieux pour nos corps de manière générale, sauf cas exceptionnel où on doit restreindre certains types d'aliments. Mais vouloir restreindre certains types d'aliments simplement pour appartenir ou respecter une diète parce qu'on croit que c'est mieux, c'est complètement faux. Okay, c'est complètement faux. Je pense qu'il n'y a pas une plus grosse erreur à faire. Alors, ceci étant dit, encore une fois, il y a des contextes. Peut-être que vous avez une pathologie bien précise et que vous ne pouvez pas manger un certain groupe d'aliments. Et dans ce cas-là, voilà, ça vous regarde et vous devez individualiser tout. Mais pour la plupart des gens, il y a des gens qui se marient justement à ces jeûnes intermittents, à ces différentes diètes, et on n'est pas obligé. Donc de manière générale, voici mon conseil. Vous pouvez manger tout ce qui vous fait du bien. Écoutez votre corps. Aujourd'hui, j'ai un discours, je mange pas ce que j'aime, je mange ce que mon corps aime. Ok, ce que ça veut dire, c'est que au final, je mange ce qui me fait du bien. Je sais que des fois, j'ai envie de manger un truc, je sais que voilà, ça va être appétissant, etc., mais que je ne vais pas bien réagir. Par conséquent, j'ai pas besoin d'utiliser une règle, de suivre une diète avec des règles prédéfinies. Je sais quels aliments je peux consommer, quels aliments je ne peux pas consommer. Aussi simple que ça. Et le reste, je mange tout ce que je peux manger tant que je respecte mon apport calorique, d'accord, et que j'ai tous les nutriments nécessaires. Eh bien, voilà, ma diète n'a pas besoin d'avoir de nom. Donc, c'est comme ça que je vous invite à réfléchir lorsque vous pensez nutrition. Et encore aujourd'hui, j'ai des discours avec certains des athlètes qui me disent « Ah, je mange pas de viande parce que la viande, une nutritionniste m'a dit que c'était pas bien. Oh, je mange pas de glucides le soir, etc. » Moi, je suis là, quoi? Tu es un athlète de haut niveau, tu fais 2 entraînements par jour, 3 entraînements, tu manges pas de glucides. On est où là? On est où? Je ne comprends pas, je suis perdu. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ne soyez pas mariés encore une fois à des diètes. C'est un des pires trucs que je vois dans l'industrie. Mangez ce qui vous fait du bien. Il y a un dicton en anglais que j'adore qui dit One man's meat is another man's poison. Vous l'avez sûrement déjà entendu mentionné dans différents podcasts, mais pour moi c'est très parlant. Ça veut dire que la viande d'une personne peut être le poison d'une autre. Ce n'est pas parce que les lentilles sont dites comme étant de très bons aliments pour la plupart des gens que forcément vous allez bien réagir. Par exemple, moi je ne peux pas manger tout ce qui est légumineux, je ne réagis pas très bien à certains légumineux. Okay, donc ça peut être très bien avec tous les nutriments du monde. Tout le monde dit que c'est super bien, mais moi je ne réagis pas bien. Par conséquent, je ne vais pas intégrer ça dans ma diète. Et c'est ça un gros problème qu'on retrouve avec justement le fait de croire en une diète aveuglément, c'est qu'on n'écoute plus son corps en fait. On écoute les règles de la diète, mais on n'écoute plus ce que son corps nous envoie comme message. Et c'est vraiment le plus important. Écoutez votre corps, voyez avec quels aliments vous réagissez bien, avec quels aliments vous n'êtes pas compatible. À partir de là, éliminez ce qu'il y a à éliminer, gardez ce qu'il y a à garder et faites-vous plaisir. Voilà. Et quand je dis faites-vous plaisir, c'est manger des trucs bien. Okay, c'est ça que je veux dire. Pas faites-vous plaisir au McDo tous les jours, etc. Okay. Troisième croyance limitante ici, c'est croire qu'une séance par jour vous permettra d'atteindre vos objectifs. Alors ici, j'aimerais voir le tout à travers 2 lentilles. La lentille de la perte de poids et la lentille de la rééducation. De manière générale, ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on a un objectif de perte de poids,
c'est que, ou souvent ce qui arrive, on va énumérer le problème dans un premier temps, c'est que les gens pensent que simplement en allant à la salle de sport et en faisant une séance, eh bien voilà, ils sont assis toute la journée, j'ai rien fait toute la journée, j'arrive à la salle de sport et je vais me buter à la salle de sport et ça suffit. Et bien entendu, si vous êtes complètement sédentaire et que vous rajoutez un peu d'activité, vous allez avoir des résultats. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir le tout. Il ne faut pas chercher à vous buter à la salle de sport. La salle de sport ne doit pas être une punition. Encore une fois, il ne faut pas comprendre les choses en surface, il faut les comprendre fondamentalement. Quand je cherche à perdre du poids, eh bien, ce que je vais faire, c'est comprendre exactement les mécanismes de la perte de poids. On veut créer un déficit calorique. Le meilleur moyen de le faire, eh bien, c'est de rajouter du mouvement de manière générale. Alors la salle de sport, je vais en profiter pour construire un physique que j'ai envie de construire, pour rajouter plus de mouvement, bien entendu. Et je sais que je dois rajouter du mouvement dans la journée, durant la journée. Et un facteur aussi qui est très négligé ici, c'est que les calories qu'on va dépenser en 1 heure en salle de sport, donc on va dire 45 minutes, ok, on s'est chauffé, etc. Avec l'entraînement où on pousse vraiment, 45 minutes, eh bien, c'est rien comparé à ce qu'on pourrait dépenser durant la journée. Et quand je dis dépenser durant la journée, je vous dis pas de faire des exercices, des pompes au milieu de la journée, vous êtes au bureau, vous dites à votre boss, attends, je dois faire ma série de 20 pompes. Non, simplement vous déplacer, gardez ça, gardez en tête les choses que vous pouvez faire consciemment sans trop d'efforts. Par exemple, moi, je viens tous les jours au bureau, c'est à 10 minutes de chez moi. Je pourrais venir en vélo, mais je viens pas. Je viens en marchant parce que je sais que ça amène un peu plus d'activité. Je pourrais prendre le bus, je pourrais prendre une voiture, etc. Non, je viens à pied parce que c'est 10 minutes. 10 minutes, ça me coûterait 10-12 minutes. Bref, le premier étage, je vais le monter en prenant les escaliers. Parce que je sais qu'au final, je veux juste rajouter un peu plus de mouvement durant la journée. Ce sont ces petites choses-là qui font de grandes différences. Et souvent, on pense qu'on doit faire énormément en 1 heure, en 45 minutes, jusqu'à ce que se buter, on se sent pas bien, etc. Non, soyez stratégique encore une fois. Faites les choses correctement, comprenez les choses. La compréhension précède l'exécution. Je me tue à le dire, mais lorsque vous maîtrisez ça, croyez-moi, c'est ce qui va vraiment vous donner des résultats. Et votre perte de poids, vous allez la faire sans aucun problème. Maintenant, voyons le tout à travers la lentille de la réhab, la rééducation. Souvent, ce qui se passe en rééducation, c'est que on voit son physiothérapeute, son kiné, 3 fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, et on attend. Okay, on fait les tacs, on va le voir, et puis on pense que ça va aller. Non. Une vraie réhab, principalement au tout début, lorsque vous êtes en phase de douleur aiguë, eh bien, vous devez prendre les choses en main vous-même. Okay, vous ne devez pas attendre sur le professionnel pour faire la séance avec la personne. Okay, parce que c'est pas assez. Votre corps a besoin d'être stimulé très fréquemment, principalement au début de votre rééducation. Donc, vous devez le faire plusieurs fois durant la journée. Et si vous le faites une fois durant la journée, malheureusement, c'est pas assez. Vous devez le faire plusieurs fois. Avec mes clients, j'adore rigoler, les gens qui viennent me voir en consultation, en évaluation, ok, fais-le 1000 fois durant la journée. Les gens me regardent 1000 fois. Je dis 1000 fois parce que j'espère que tu pourras le faire 3 fois, ok. Et là, déjà, c'est un gain, d'accord. Mais une fois dans la journée, c'est pas assez. Et certainement 2 fois, 3 fois dans la semaine, en attendant la séance avec votre physio, votre coach, etc., c'est largement pas assez, ok. Donc, prenez les choses en main, encore une fois. Croire que il suffit de faire un entraînement et que ça va nous donner des résultats directement, ça ne fonctionne pas comme ça malheureusement. Donc ce sont les petites choses qu'on fait fréquemment, répétées de manière construite, sans trop d'efforts. En plus, ça ne demande pas trop d'efforts et pas trop d'organisation. Il faut simplement le garder en tête et en être conscient. Et ça donne énormément de résultats. Et malheureusement, c'est une croyance limitante qui bloque énormément de personnes. Ensuite, 4e point ici qui est dédié plutôt à la population athlétique, et principalement la population athlétique. Donc on parle des sports qui ne sont pas directement liés à la salle de sport. La salle de musculation ici, c'est de croire que la musculation va vous rendre lent. Et ça, c'est un des plus grands mythes qu'on a dans l'industrie. Encore aujourd'hui, j'entraîne des athlètes qui n'ont jamais fait de musculation basique, des trucs de base. Les gens pensent que avec les athlètes de haut niveau, etc., je fais des trucs de ouf. Je fais pas des trucs de ouf, je fais des trucs de base. Parce que pour beaucoup de joueurs de foot, de tennis, de basket, ils n'ont jamais fait de la musculation bien exécutée, des trucs de base. Et ils s'en sortent et ils sont là. Wow, en fait, je me sens plus fort. Et c'est pas pour rien. Je me rappelle avec l'arrivée du CrossFit et nous avec notre ancienne salle où les joueurs de foot, des joueurs de basket venaient, faisaient des sessions de CrossFit qui, encore une fois, sans critiquer le CrossFit, ne sont pas les meilleures structurations du monde d'un point de vue macro, surtout pour ces athlètes-là, et qui disaient ouais, je me suis jamais senti aussi bien sur le terrain parce qu'ils n'ont jamais fait une préparation physique générale de base. Ok, ils n'ont jamais travaillé sur leur force, sur leur endurance musculaire, sur leur vitesse en salle de préparation. Et là, ils arrivent et font un peu de riz, un peu de pâte, comme j'aime bien le dire, un disrespect au CrossFit parce que j'adore la pratique, mais voilà, ils arrivent et ils se disent ok, c'est trop bien. Ok, c'est trop bien, je me sens plus performant sur le terrain. Pourquoi? Parce que t'as jamais fait ça. Ok, t'as jamais travaillé directement sur tes muscles. T'as jamais fait une pratique de base de musculation. Et juste en faisant une pratique de base de musculation, je suis persuadé ici, je mets ma main à couper, que la plupart des athlètes
gagnerait énormément de bénéfices. Okay, c'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait de la musculation, encore une fois, les exercices ne sont que des outils. On va simplement apprendre à produire plus de force. Et lorsqu'on fait un sport, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on bouge, qu'est-ce qu'on fait? On exprime de la force. C'est tout ce qu'on fait. C'est aussi simple que ça. Le mouvement, c'est quoi? C'est une expression de force. D'accord? Aussi simple que ça. Donc, bien entendu, si on utilise une pratique externe qui nous apprend ou qui force notre corps à produire plus de force, à être plus endurant d'un point de vue général, global ou d'un point de vue localisé, bien entendu, il y aura un transfert sur notre pratique. Okay, et là, encore une fois, on a cette idée de hey, la musculation, ça va rendre lent. J'en reviens au premier point. Pourquoi? Parce qu'on a associé musculation et bodybuilding. Ah, les bodybuilders sont lents, par conséquent, la musculation, ça rend lent. Encore une fois, de mauvais liens de corrélation, de mauvaises associations qui créent malheureusement de mauvaises conclusions. Donc, à tous les athlètes de haut niveau, faites de la musculation, bien entendu. Il y a un temps pour chaque chose. Au début, si vous êtes débutant, la musculation de base, et ensuite on peut passer aux choses un peu plus avancées. On cherche à développer sa force max, sa vitesse max, etc. Mais croyez-moi, vous seriez étonné de savoir à quel point la plupart des athlètes ne font pas des trucs de base et à quel point ça leur donnerait des résultats. Ok, donc gardez ça en tête de quelqu'un qui travaille avec cette population, parce que c'est bien beau qu'on ne le fait pas, mais au moins je fais ce que je dis ce que je fais. Dernier point ici que je voulais mentionner, c'était de croire qu'il y a un temps limite pour atteindre son objectif fitness général. Un des plus gros problèmes que je rencontre aujourd'hui, ou qu'on rencontre tous, c'est que on a tous des objectifs sur le court terme. Et je pense que c'est ok d'avoir certains objectifs sur le court terme, mais malheureusement, les gens placent des limites à leurs objectifs et ça porte préjudice vraiment à leur développement de manière générale. Parce qu'on se dit, hey, je dois perdre du poids pour le mois prochain. Et ok. Et ensuite, on arrête. Et ensuite, rebolote. L'année prochaine encore. Pareil, ouais, pour l'été, je dois perdre du poids, etc. Alors qu'en fait, on devrait avoir une vision qui est basée sur le long terme. Et quand je dis long terme, c'est-à-dire une vision qui s'arrête jamais. Aujourd'hui, moi, ma vision des choses, c'est de continuer à être fit jusqu'à ce que je quitte cette terre. C'est aussi simple que ça. C'est ça mon objectif. Et je sais que en ayant cet objectif-là, en ayant cette vision des choses-là, eh bien, je sais que chaque année, je vais devenir meilleur. Mais si je me fixe une limite dans le temps qui est relativement proche, eh bien, je sais que j'arriverai éventuellement moins loin, pas éventuellement, avec certitude, moins loin que si j'applique cette vision sur le long terme et cette régularité sur le long terme. Aussi simple que ça. Et c'est le problème qu'on retrouve aujourd'hui. Les gens qui se fixent des objectifs, le truc de 1 mois, 3 mois. Je pense que c'est ok des fois, mais ça doit être mis dans une vision sur le long terme. C'est aussi simple que ça. Et vous devez continuer. En fait, c'est un jeu qui s'arrête jamais. C'est comme ça qu'il faut voir votre fitness, pour votre bien-être, pour votre côté esthétique, pour votre performance. C'est un jeu qui ne s'arrête jamais. C'est Jumanji qui s'arrête jamais. Ok? On est là, on s'arrête jamais. Et c'est comme ça qu'on va construire le meilleur physique et atteindre ces résultats. Et malheureusement, de croire qu'on doit placer une date limite à ces résultats fitness, eh bien pour moi, c'est une très grosse erreur. En plus, aujourd'hui, on sait, c'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour votre santé mentale, pour votre santé de manière générale, d'accord? Donc, hey, pourquoi placer une date limite à cette chose-là qui vous apporte énormément de bénéfices? Donc, encore une fois, travaillez de manière structurée, voyez les choses sur le long terme et croyez-moi, vous allez avoir énormément de résultats si vous voyez les choses de cette façon-là. Aujourd'hui, moi, à 31 ans, en ayant très peu de temps, un business qui tourne, un fils, en étant un père engagé, bref, j'ai beaucoup moins de temps pour m'entraîner, mais je me sens toujours fort, je dors pas beaucoup, je suis fatigué, mais je me sens toujours bien. Et je sais que dans quelques années, je vais me sentir encore mieux. Et j'ai toujours dit, quand j'ai commencé à 20 ans, je me suis dit, quand je vais être au pic de ma forme à 40 ans, c'est là où vraiment ma valeur sur le marché va être au top, va être à son pic. Parce qu'à 40 ans, les gens vont me voir et vont me dire, waouh, t'arrives encore à faire tout ça à 40 ans. À 40 ans, tu fais tous les grands écarts. À 40 ans, tu sautes encore, tu sprints encore, tu lèves ses poids, tu fais tout ça. Ah ouais, en fait, t'avais le bon discours. Ouais, parce qu'à 20 ans, j'ai commencé à avoir cette vision. Et malheureusement, les gens s'y prennent beaucoup trop tard. Donc encore une fois, une croyance limitante que vous devez oublier. Donc voilà tous les amis pour ces 5 croyances limitantes. J'espère que vous allez vous en débarrasser ou visualiser les choses différemment. Et je vais répondre à une question qui a été envoyée. Plusieurs questions qui ont été envoyées. De manière générale, on me voit énormément de fois cette question. On me dit quel est ton parcours, quelle étude tu as fait, comment tu fais pour en arriver à accumuler ce savoir, etc. Quel papier tu recommandes, etc. Et à chaque fois, ça m'embête parce que je me dis, putain, les gars, ils posent vraiment les mauvaises questions. Les gars sont tellement dans la matrice. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit un truc dans son domaine, okay, et votre première question qui vient en tête, c'est quelle étude il a fait? C'est que votre cerveau a été lavé par le parcours académique. Et c'est le problème que je rencontre dans mon industrie et dans toutes les industries. Quand quelqu'un a réussi un truc que vous n'avez pas réussi à faire, que la plupart des gens n'ont pas réussi à faire, malgré le fait qu'on soit tous passés par ce parcours académique conventionnel,
c'est que forcément, ce n'est pas le parcours académique qui a donné ces résultats. Donc la question, c'est une question qui est erronée. Et encore une fois, pour ceux qui font mon programme mentorship, parfois les gens, une des premières questions que je reçois, c'est est-ce qu'il y a une certification? Est-ce qu'on reçoit une certification à la fin? Et moi, je suis là. Les gars, ils n'ont rien compris, ok? Vous n'avez rien compris si vous posez cette question encore une fois. Et c'est que du love ici, ce que je vais partager encore une fois, c'est que de l'amour. Je ne cherche pas à attaquer personnellement, mais ça va vous permettre de changer d'état d'esprit. Moi, j'ai des dizaines de certifications. Je n'ai aucune affichée à mon mur. Je ne sais même pas où elles sont. Je m'en fiche complètement. Je ne les ai jamais affichées nulle part. Pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout. C'est bien pour vous. Le but des certifications, des diplômes que vous avez passés, des choses que vous allez, de l'information que vous allez accumuler, c'est simplement d'absorber cette information, de l'exécuter, de la pratiquer, de garder ce qu'il y a laissé et de jeter ce qu'il y a à jeter. Et à partir de là, vous allez créer votre propre compréhension des choses dans l'application de votre domaine. Encore une fois, ici, c'est pas lié à un domaine bien précis. Je vais parler de mon domaine, mais ça s'applique dans tous les domaines selon moi. Ok? Et le parcours académique va vous apprendre des bases. Et les bases, ensuite, on va les questionner, on va éventuellement les éliminer, certaines choses qu'on nous a appris, on va les pousser, on va les développer, on va pousser le truc un peu plus loin, ok? Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est pas de croire que le parcours académique va nous donner les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est quelqu'un a plus que vous, c'est pas à cause du parcours académique. Maintenant, moi en tant qu'entraîneur, et je vais répondre à cette question de jeune entraîneur qui revient souvent, qu'est-ce que je recommande? La vraie question, c'est ça. Comment on devient bon dans son domaine? On devient bon dans son domaine en ayant énormément de pratique. Et ça, c'est dans tous les domaines, encore une fois. Okay? S'il suffisait de lire un livre pour avoir les meilleurs résultats, eh bien, ça saurait. D'accord? Même Elon Musk l'a dit. Elon Musk disait n'importe quel drug dealer est plus compétent à gérer un business que n'importe quel prof de business administration, business management à l'école, okay, en université. Et pour mon parcours à moi, c'est ce que j'ai choisi, okay, comme major aux États-Unis. Je suis allé au college pour ça, à l'université pour ça, et je voyais le prof de business management qui au final n'a jamais eu de business, ne sait pas comment gérer un business, okay, il connaît les livres, etc., il connaît la théorie, mais il n'a jamais rien exécuté. Donc selon moi, si vous êtes un jeune entraîneur, et c'est ce que je vais recommander, c'est ce qui moi m'a servi, c'est de tout le temps continuer à vous former. Ça, c'est la règle numéro 1. Continuez à apprendre. On s'en fout des certifications, on s'en fout des lettres. Aucun client à l'heure actuelle, je travaille avec des athlètes de haut niveau, des personnes renommées, etc. Personne ne m'a jamais demandé quel diplôme j'ai. Okay? Et même s'ils venaient à me demander quel diplôme j'ai, quel certification j'ai, ils ne savent pas. Okay? Vous allez faire plaisir uniquement à vos collègues. Okay? Oh, tu as cette certification, bravo. Okay. C'est pas ça qui va vous faire manger, les gars. Okay? Donc, restez concentrés, tout le monde s'en fout ici. Maintenant, je me suis perdu carrément. Ce que je disais, c'est qu'aucun client m'a jamais demandé quoi que ce soit. Okay? Donc, on doit continuer à se former constamment et on doit exécuter. On doit pratiquer sur nous-mêmes et on doit pratiquer sur le terrain. Les meilleurs coachs que j'ai connus à l'heure actuelle sont des gens qui ont entraîné énormément de personnes. Moi, personnellement, j'ai entraîné des centaines et des centaines de personnes. J'ai passé des heures et des heures sur le terrain à entraîner des gens. Et c'est là où j'en ai appris le plus. J'en ai appris le plus sur différentes pathologies, sur comment communiquer avec les gens, la psychologie de l'être humain, comment me placer dans l'espace, etc., etc., etc. C'est là où j'en ai appris le plus. Pas dans les livres, pas dans n'importe quel, peu importe la certification que vous avez mentionnée, peu importe le parcours universitaire que vous avez mentionné, il n'y a rien de tout ça qui m'impressionne, ok? Et c'est pour ça que j'aime pas répondre à cette question en mentionnant tout ce que j'ai fait. Je vais vous donner les meilleurs conseils. Questionnez tout le temps, continuez à apprendre, pratiquez sur le terrain, avec des centaines de clients. Vous allez faire des erreurs, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, ok? Dans 5 ans, vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire, ah merde, j'y crois pas que j'ai fait ce genre d'erreur. Et c'est mon cas aujourd'hui. Et dans 5 ans, peut-être que je regarderai la situation actuelle et me dirai, putain, j'ai déconné. Il y a 5 ans, je faisais ça. Et c'est comme ça, c'est ça l'évolution. Mais on est obligé de pratiquer, d'exécuter pour avoir ce genre d'expérience. Et la deuxième chose qui est très importante ici, ou troisième chose, je sais même pas ce que j'ai énuméré, c'est que moi, personnellement, ce qui m'a servi le plus, dans ma pratique, comme je l'ai dit, on est très vite influencé par ce qu'on nous apprend, principalement quand on nous apprend de nouvelles choses, parce que forcément on n'a pas de base de référence. Donc l'opinion de la personne qui nous a instruit cette nouvelle chose devient par définition notre opinion. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à me détacher des opinions qu'on m'avait instruites directement dans l'industrie du fitness, en créant ces associations que je critique tant aujourd'hui, que j'ai mentionnées dans cet épisode. Et je me suis dit, je vais apprendre de différentes pratiques. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des classes de gymnastique, j'ai fait des classes de différents sports de combat. C'est mon bagage des sports de
combat, mais de plein de sports de combat qui même ne m'intéressaient pas au début. J'ai fait des classes de danse, les gars. J'ai fait des classes de danse afro. J'ai fait des classes de danse contemporaine. J'ai fait des classes de hip-hop. J'ai fait plein de trucs pour découvrir le mouvement. Parce que le mouvement, c'est vraiment ce qui m'intéressait. C'est ce qui me passionnait le plus. Et le mouvement, malheureusement, aujourd'hui, comme on le voit, beaucoup de professionnels du sport le voient que à travers une lentille, qui est leur pratique de crossfit, qui est leur pratique de powerlifting, qui est leur pratique de bodybuilding. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement biaisés dans leur enseignement et avec leurs clients, d'accord, ils ne connaissent que ça, ok. En anglais, on dit when you have a hammer, everything looks like a nail. Un truc comme ça. C'est qu'en gros, quand tu as un marteau, tout ressemble à un clou. Ok. Quand tu n'as que un marteau, tout ressemble à un clou. Et l'idée derrière, c'est de dire que si tu n'as pas beaucoup d'outils à ta disposition, bien, tu vas faire que ce que tu sais faire parce que c'est la seule chose que tu connais. Tu crois que c'est la réponse à tout. Ok. Malheureusement, non. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié toutes les sciences du mouvement. J'ai pratiqué sur moi-même. Comme j'ai dit, je suis sorti de ma zone de confort et j'en ai appris énormément et ça a alimenté ma pratique. Donc, voilà vraiment ce que vous devez faire. Oubliez tout ce que on a pu vous dire sur encore une fois le parcours académique. Je le critique énormément, bien entendu, parce que je pense que c'est pas là qu'on trouve la solution. Je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, d'accord. Je dis simplement que c'est ce qu'il faut. Ça nous donne simplement le droit de continuer à rechercher. Et les vraies questions doivent être posées pour avoir les bonnes réponses. Et quand on me demande, ok, quel diplôme t'as fait, quel truc t'as fait pour ça, c'est une mauvaise question. C'est une mauvaise question. La vraie question, c'est quel conseil tu donnes pour développer ma pratique en tant que jeune entraîneur. Tac. Et je viens de vous le donner. C'est ça le conseil. Pratiquez sur le terrain, ok. Pratiquez sur le terrain et pratiquez sur vous-même. Découvrez la science du mouvement. Sortez de votre petit monde, de votre petit cocon à vous, qui malheureusement n'alimente que vos biais cognitifs. Donc voilà les amis, ça s'applique pour tous les contextes ici. On est sorti un peu du sujet, mais j'espère que cet épisode pourra vous aider. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, avec vos proches. On ne sait jamais qui ça peut aider et avec qui ça va résonner. Dans tous les cas, nous on se voit /parle très bientôt. Peace.